Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. And I am back. Et puis de l'autre côté, je disais, la révolution du goût, c'est aussi une révolution du génie. Eh bien, l'artiste va être pensé à partir du XVIIIe siècle, ça commence au XVIIe, mais c'est quand même essentiellement le XVIIIe siècle, le siècle des grandes théories du génie, eh bien il va être pensé comme un génie, c'est-à-dire comme un créateur ex nihilo, comme un démiurge, comme un petit dieu. Au fond, l'artiste est à l'œuvre d'art ce que Dieu est à la création du monde. Il crée un microcosme, mais comme Dieu a créé le grand cosmos, le grand tout. L'artiste est un génie. Génie, étymologiquement, ça renvoie à gène, ça renvoie à cette activité séminale de création ex nihilo. Il est donc un auteur. À quoi ça s'oppose? Eh bien, là aussi, ça s'oppose à l'Antiquité, notamment à l'Antiquité grecque. Antiquité dans laquelle l'artiste n'était pas du tout considéré comme un créateur, comme un génie, comme un auteur. Mais l'artiste était considéré, c'est très différent, comme un intercesseur, comme un intermédiaire, comme un trait d'union entre le monde des humains, le monde sublunaire, si je puis dire, pour parler comme Aristote, et puis le monde des dieux, le monde supralunaire. Il était un intercesseur, un intermédiaire, un trait d'union, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la plupart du temps, l'artiste était inconnu. On se moquait de l'artiste et de son nom. Son nom n'avait aucune importance. Alors, bien sûr, on me dira qu'on connaît quelques noms de peintres grecs. On cite par exemple Zeuxis. Alors, Platon cite souvent Zeuxis. Zeuxis, dont on dit qu'il peignait si bien, de manière si réaliste, notamment des grains de raisin, des grappes de raisin, que les merles venaient se poser sur ses tableaux. On connaît quelques noms d'artistes, mais pour l'essentiel, l'artiste ne compte pas. L'artiste est inconnu. C'est un modeste intercesseur, un modeste intermédiaire. Regardez, pour prendre un exemple, et cet exemple-là, je crois, est très parlant, regardez les statuettes de chats égyptiennes. Ces statuettes, on a tous vu en reproduction ou en réel des statuettes de chats égyptiens. Pourquoi tous ces petits chats égyptiens, très jolis, d'ailleurs très beaux, ils ressemblent à des siamois avec un museau assez long, très élégant? Eh bien, on sait que dans la religion d'Égypte, dans les religions d'Égypte, le chat est un animal sacré. Mais il ne viendrait à personne l'idée de demander quel est l'auteur de ces statuettes. On n'en sait strictement rien, ça n'a aucune importance. Il y en a des milliers, elles sont toutes semblables les unes aux autres. L'artiste ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'il est celui qui a incarné dans un matériau sensible, la pierre, le marbre, etc., le bois, ce qu'on voudra, le métal, peu importe. Il a incarné dans un matériau sensible un symbole sacré qui est en l'occurrence le chat. Eh bien, mais le nom de l'artiste, on s'en moque comme de l'an 40. On a là quelque chose qui va évidemment changer à partir du moment où l'artiste va être conçu comme un génie, comme un créateur. À la limite, l'œuvre d'art va devenir moins importante que son auteur. L'œuvre d'art va devenir progressivement, et ça deviendra de plus en plus vrai au fur et à mesure qu'on ira vers l'art contemporain, l'œuvre d'art va devenir une espèce de prolongement du créateur, une espèce de carte de visite, en quelque sorte. Au point que, dans certains cas, on connaîtra mieux l'artiste et son nom que ses œuvres. C'est particulièrement flagrant dans la musique contemporaine. Tous ceux qui s'intéressent à l'art contemporain connaissent les noms de Ligeti, de Boulez ou de Stockhausen, mais lorsqu'il y a des enquêtes qui existent d'ailleurs réellement sur ces sujets, lorsqu'on pose la question de savoir quelles œuvres ils ont écrites, alors là, les réponses chutent de manière vertigineuse. Personne n'en sait rien, sauf les grands spécialistes. Et si a fortiori on demande de reconnaître une œuvre, alors là, on est dans l'infinitésimal. Tout le monde connaît le nom, très peu connaissent l'œuvre. Et si je voulais forcer le trait par une comparaison, je dirais que c'était encore l'inverse le plus souvent au XVIIIe siècle. Les bourgeois de Leipzig entendaient du Bach dans les églises. Ils aimaient probablement la musique de Bach, mais ils n'avaient aucune idée que c'était du Bach. Ils ne connaissaient même pas le nom de l'artiste. Donc on a là un renversement de situation qui est lié au fait que le génie va apparaître comme un être singulier, comme un créateur, et l'œuvre d'art à la limite comme un prolongement de l'activité géniale. Donc je le disais, comme une carte de visite à la limite, plus que comme une œuvre qui aurait une réalité indépendante. Alors évidemment, je force le trait, ce sera de plus en plus vrai, et c'est pas vrai au XVIIIe siècle, mais ce sera de plus en plus vrai quand on ira, nous le verrons, vers l'art moderne et l'art contemporain proprement dit. À partir du moment où l'auteur est pensé comme un génie, à partir du moment où l'artiste est pensé comme un génie, alors évidemment, on va rentrer dans une interdiction du plagiat.
À partir du moment où l'auteur est pensé comme un génie, comme un créateur, l'originalité va devenir un impératif absolu. Et c'est une véritable révolution, là aussi. C'est une véritable révolution parce qu'il faut le dire très calmement, très clairement, mais fermement. Dans tous les arts traditionnels, dans ce qu'on appelle l'art nègre, par exemple, dans la calligraphie chinoise, dans tous les arts traditionnels d'une manière générale, le plagiat non seulement n'était pas interdit, mais c'était la règle absolue. Dans tous les arts traditionnels, il fallait imiter ce qui s'était toujours fait. Et l'innovation était à la limite interdite. L'innovation, c'était le péché suprême, puisqu'il s'agissait justement de continuer d'illustrer des principes traditionnels supérieurs et extérieurs à l'humanité, la plupart du temps des principes religieux. Et donc, non seulement le plagiat n'était pas interdit, mais il était la règle des arts traditionnels. Pendant des siècles et des siècles, les masques Dogon se ressemblent. La calligraphie chinoise, si on n'est pas super spécialiste, pendant des siècles et des siècles, elle se ressemble. Au fond, les arts traditionnels ignoraient ce qu'on appelle la mode. La mode, mon ami Gilles Lipovetsky l'a montré dans un livre qui est tout à fait passionnant, qui est tout à fait remarquable, L'Empire de l'éphémère. La mode, et ça vaut aussi bien pour l'esthétique que pour les vêtements. La mode est un phénomène occidental et moderne. La mode est liée au fait qu'on considère le créateur, comme on va dire, comme un génie. Et par conséquent, l'impératif d'originalité va s'imposer. L'art était plutôt imitation de la tradition que innovation permanente. Eh bien, à partir du moment où, encore une fois, où l'artiste est un génie, le plagiat va devenir le péché entre tous. Voilà ce qu'écrit Dubos. Dubos